Dans le tumulte du quotidien entrepreneurial, il est facile de se perdre. Et si on pouvait s'appuyer sur des règles éprouvées pour naviguer avec confiance? Bienvenue sur Push Talk, votre rendez-vous hebdomadaire pour booster votre esprit d'entrepreneur. Aujourd'hui, je vous embarque dans une série exceptionnelle inspirée du livre Les 10 commandements de l'entrepreneur de Bruno Van Rijk. Ce livre, fruit de plusieurs années d'expérience sur le terrain, regroupe des leçons et des conseils indispensables pour réussir dans le monde impitoyable de l'entrepreneuriat. En tant qu'entrepreneur dans la télécommunication, dans la communication, dans le marketing, je sais combien il est crucial de s'appuyer sur des repères solides pour prendre de bonnes décisions. Le monde de l'entrepreneuriat n'est pas facile et très vite, on peut s'en mêler les lacets. C'est pourquoi j'ai choisi de vous faire découvrir ces commandements en y apportant mon expérience et mes conseils pratiques. Surtout que ce livre, je le lis de façon régulière comme une Bible. Dans chaque épisode, nous découvrirons ensemble un commandement. Je vous lirai un extrait du chapitre, puis je vous donnerai mes retours, mes conseils et des exemples concrets pour l'appliquer au quotidien. N'hésitez pas à me faire part de vos retours sur ce commandement, à poser vos questions sur les réseaux sociaux ou à partager vos propres expériences. Ensemble, construisons une communauté d'entrepreneurs solidaires et innovants. Sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet avec le 4e commandement. Commandement numéro 4. La passion, tu ne perdras pas. Entrepreneur rime avec passion. Telle est ma conviction. Mais est-ce toujours le cas? Alors que devenir entrepreneur s'apparente à une mode dont le nom s'écrit en 7 petites lettres simples, Startup. Startup, ce mot est sur toutes les lèvres. Il fait rêver et est symbole de réussite. Dans le domaine de la technologie, en France, il en existe plus de 7000. La dynamique des startups est extraordinaire. La définition Wikipédia d'une startup, jeune pousse en français, est celle d'une jeune entreprise innovante et à fort potentiel de croissance. Il s'agit souvent d'une société en construction qui passe par une phase plus ou moins longue de test d'une idée et de développement d'un produit, de validation d'une technologie et d'un modèle économique. C'est une partie intéressante que je vais devoir reprendre. La définition Wikipédia d'une startup, jeune pousse en français, est celle d'une jeune entreprise innovante à fort potentiel de croissance. Il s'agit souvent d'une société en construction qui passe par une phase plus ou moins longue de test d'une idée, de développement d'un produit, de validation d'une technologie et d'un modèle économique. Donc, techniquement, ce n'est pas encore une entreprise à proprement parler. Ce que Wikipédia nous apprend également, c'est que le risque d'échec d'une startup est bien supérieur à celui des entreprises traditionnelles. Voilà, c'est ce que je disais, du fait d'une petite taille et d'un manque de visibilité. Ce dont Wikipédia ne vous parle pas, c'est de la course d'obstacles quotidienne qui permet de passer de la création à la réussite. Course d'obstacles que l'on ne pourra pas gagner sans passion. C'est sur ce dernier point que je souhaite insister. Car si l'on ne peut se réjouir des 100 fleurs qui s'épanouissent dans le monde des jeunes pousses, la présentation qui en est faite ne prend pas en compte la dimension du risque, le taux d'échec considérable et les nombreuses désillusions qui attendent ceux qui imaginent à tort qu'il n'est finalement pas si difficile de réussir une fois qu'on est muni d'une bonne intuition et de la volonté de faire comme les copains. On a un peu l'impression qu'aujourd'hui, et pour paraphraser Jacques Seguela, si tu n'as pas monté ta startup à 30 ans, c'est que tu as loupé ta vie. C'est la raison pour laquelle, avec ce 4e commandement, je vais évoquer la passion. Sans elle, je suis absolument convaincu qu'il vous manquera un ingrédient fondamental pour que le créateur devienne un entrepreneur véritable. D'accord. C'est pas parce que vous êtes un créateur que vous êtes un entrepreneur, d'accord? Ne nous méprenons pas. Je trouve fantastique que la France soit devenue un pays d'entrepreneurs. Il était temps. Ma conviction profonde, depuis longtemps, nous ne retrouverons pas le plein emploi
sans une forte dynamique de création d'entreprises qui deviendraient des moyennes entreprises et les grands groupes de demain. Entreprendre est devenu une véritable inspiration pour beaucoup. C'est une révolution au regard d'une époque peu ou pas si lointaine où seuls quelques égarés qui sortaient des grandes écoles pensaient à créer leur entreprise et en avaient la possibilité. Les choses ont désormais évolué. Tout un écosystème s'est mis en place. Des incubateurs permettent d'accueillir les jeunes talents. Des accélérateurs assurent la montée en puissance des structures. Des business angels se chargent d'investir les premiers fonds et donc financer des premières dépenses. Des fonds d'investissement interviennent quand l'entreprise a trouvé son modèle économique. Des fonds d'investissement interviennent quand l'entreprise a trouvé son modèle économique, c'est-à-dire que ça veut dire que de l'idée à prototyper le produit, tant qu'il n'y a pas un modèle économique bien ficelé, il n'y a pas d'investissement. Afin de mener des levées de fonds de plusieurs millions d'euros pour assurer la montée en charge. Tout, évidemment, n'est pas si simple et ne peut pas se résumer à une question d'argent. Parmi les milliers de startups, peu d'entre elles seront encore présentes et actives dans 10 ans. Il ne suffit pas d'un beau projet, d'une bonne équipe et d'arriver au bon moment pour aboutir. Tous ces éléments sont une cause nécessaire, mais non suffisante du succès. Dans mon entourage, parmi les jeunes entrepreneurs de technologie, je constate surtout la place prépondérante prise par le financier dans leur équation personnelle. On parle trop d'argent à mon goût et pas assez de passion, de désir, d'envie. Je trouve cet état de fait dommageable. Sans doute est-ce là un des effets pervers d'un écosystème dynamique, mais aussi de la présence quasi systématique de financiers au capital des startups. Je suis néanmoins toujours surpris quand j'entends des jeunes d'une vingtaine d'années évoquer déjà des étoiles dans les yeux, la valeur de revente de leur entreprise avant même le premier client. C'est ce qu'on appelle trivialement mettre la charrue devant les bœufs. Je ne peux que regretter cette attitude qui consiste trop souvent à oublier de raisonner sur le projet industriel, sur une comète improbable, la revente très chère d'une structure tout juste naissante dans les 5 ans. Ceci ne fait qu'accentuer un mal français. Nous manquons de nouvelles grandes entreprises, car la plupart de nos belles startups sont rachetées par des entreprises non françaises avant même d'avoir pu déployer leurs ailes. Certes, gagner de l'argent est important. Il motive les équipes, attire de nouveaux financiers, récompense le succès. L'argent, on le sait, est le nerf de la guerre. L'argent, comme j'ai pu le rappeler précédemment, est la conséquence d'une réussite et non sa cause. Il est impératif de ne jamais l'oublier. Dans un tel cadre, il est donc vital de remettre la passion au cœur du projet de l'entrepreneuriat. Je suis convaincu que, à la fin, ce sont les vrais passionnés qui rafleront la mise, et ce sera mérité. La passion est une réelle force. Elle permet souvent de dépasser les antagonismes. La passion est le plus beau des traits d'union. Tout le monde connaît l'ancienne rivalité entre Bill Gates de Microsoft et Feu Steve Jobs de Apple. Deux frères ennemis, amis et ennemis à la fois. Les histoires amusantes abondent. Les fans de Windows critiquent le prix et le caractère élitiste des produits Apple. À l'inverse, les adeptes de la Mac, à la pomme, se moquent volontiers de la complexité et de la lourdeur des produits Microsoft. Néanmoins, ces deux entreprises ont chacun apporté des pierres décisives à l'édifice de la technologie. Microsoft a démocratisé dans le monde entier l'accès au numérique pour des millions de personnes. Apple a réinventé l'ergonomie et l'usage des supports numériques. Un jour, un journaliste a demandé à Steve Jobs ce qu'il pensait de Bill Gates. La réponse a pu surprendre ceux qui s'attendaient à quelques piques ou moqueries de la part de l'ombrageux boss d'Apple. Jobs a tranquillement fait part de son immense admiration pour Gates. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il partageait avec son rival une même passion. Les deux créateurs, chacun avec leurs convictions, ont changé le monde. Dans les deux cas, ils n'ont pas vendu leur entreprise. En tout cas, ça c'est sûr. Dans les deux cas, l'argent n'a pas été un moteur. Même si on parle de milliardaires. L'argent a été le résultat du travail, de la créativité et de l'implication. Dans les deux cas, la passion brûlante ne s'est jamais démentie jusqu'à la mort de Steve Jobs, jusqu'au retrait de Bill Gates de la direction opérationnelle de sa société. Je ne parle pas évidemment que de la passion qui anime les fondateurs. Je ne suis pas dupe des travers attachés au caractère et méthodes de ces personnalités, à la fois flamboyantes et volcaniques. En grandissant, les multinationales n'ont pas toujours eu des comportements dont Jobs et Gates peuvent s'enorgueillir. La position dominante d'une entreprise implique souvent des perversions.
Microsoft et Apple ont pu être brutaux avec la concurrence tout autant qu'avec des collaborateurs œuvrant pour eux. Dans un témoignage, John Ive, le designer d'Apple et ami de Steve Jobs, déclarait: J'ai demandé à Jobs pourquoi il s'énervait autant, et il m'a répondu: Mais je ne reste pas énervé. Il a effectivement cette capacité enfantine à se mettre dans une colère noire, puis à revenir à la normale quelques instants plus tard. Mais il y a aussi des moments où, quand il était extrêmement frustré, j'ai honnêtement eu l'impression qu'il avait besoin de blesser quelqu'un pour atteindre le catharsis. Je sais pas ce que c'est. Je pense qu'il était persuadé d'avoir la liberté et le droit de le faire. Il pensait que les conventions sociales ne s'appliquaient pas à lui. À cause de son extrême sensibilité, il savait exactement comment effacer efficacement blesser quelqu'un, et il le faisait très bien. Ouais, c'est vrai que j'ai entendu des histoires sur Steve Jobs. Avec Jobs ou Bill Gates, c'est certain, on n'est pas toujours chez les bisounours. Mais telle n'est pas la question dans ces lignes. À titre personnel, c'est effectivement la passion qui m'a amené à être ingénieur du son puis entrepreneur. C'est encore la passion qui me pousse à accompagner des entreprises exceptionnelles comme Cityscoot ou Spicy, auprès d'entrepreneurs fondateurs de gens formidables, Bertrand Fleurose pour Cityscoot, Jean-Bernard Smith et Antoine Robin pour Spice, avec lesquels je partage les mêmes valeurs et justement la même passion. La passion est ma figure imposée inaugurale. Avant de m'impliquer dans un projet, j'ai besoin de ressentir presque physiquement que la passion et le courage sont parmi les moteurs principaux de la structure avec laquelle je vais parcourir un bout de chemin, en espérant qu'il nous amène le plus loin possible, le plus haut possible. Les yeux dans les yeux, je veux que la passion qui anime mon interlocuteur me saute au visage. La passion a un feu sacré qui doit s'allumer. La passion a un feu sacré qui doit allumer la mèche de toutes les possibles. Un feu qui ne doit pas s'éteindre. Quand on sent que les cendres refroidissent, il est alors urgent de tirer la sonnette d'alarme. Je me souviens, nous sommes en 2007. Tout va bien pour AvantQuest. Des centaines de collaborateurs nous représentent dans le monde entier. Notre chiffre d'affaires grimpe tous les ans. L'entreprise fait partie des 10 premiers dans son secteur en Europe. Bref, que du bonheur. Vraiment? Face au succès, je ne manque jamais de m'interroger, quitte à me remettre en question. Au cours de ces années, sommes-nous restés créatifs? Mettions-nous toujours autant d'énergie et de passion dans notre travail? N'avons-nous pas relâché notre degré d'exigence? N'avons-nous pas relâché notre degré d'exigence? Il faut dire la vérité, une certaine routine s'installe. Un jour, comme un réveil brutal, je me suis rendu compte. Le temps passe, d'autres projets m'accaparent, le confort matériel sans doute m'endort. Je suis inconsciemment moins concerné, un peu ailleurs. La punition a été sévère. La crise de 2008 est arrivée, une crise financière mais aussi économique. En quelques mois, le métier qui était le nôtre, éditeur de logiciels, s'est totalement déstabilisé. Les ventes de nos produits en boutique se sont effondrées dans le monde entier et les ventes sur Internet, censées prendre le relais progressivement, ne décollaient pas. Toutes les entreprises ont souffert, mais nous avons souffert 2 fois plus que les autres. Avec toutes les conséquences du douloureux qui vont avec, évidemment pour nous, mais pour aussi nos collaborateurs. Pourquoi? Parce que nous n'étions plus les mêmes. Parce que notre motivation n'était plus intacte. Parce que notre énergie, notre passion n'était plus vraiment au rendez-vous des défis du jour et de demain. Alors nous avons réagi. Et bien réagi. Nous nous sommes remis en cause et avons régénéré l'ADN de la société. Ce qu'il fallait faire était évident. Si les ventes de logiciels s'effondraient dans les réseaux traditionnels, il était urgent de faire décoller les ventes sur Internet. Un constat plus facile à énoncer qu'à mettre en pratique, car tout devait être mis à plat. Un chantier considérable. Les sites e-commerce de la société vieillissant devaient être totalement repensés. La structure de vente devait être régénérée. Il fallait réorienter les équipes et recruter de nouveaux talents. Pour faire tout cela, il a fallu prendre de gros risques financiers, se remettre en cause et effectuer chaque jour des choix difficiles. C'est à cette occasion que nous avons retrouvé la passion. Et c'est cette passion qui nous a donné l'énergie d'agir. De faire ce qui devait être fait avec détermination en n'étant pas avare de notre temps. Combien d'entrepreneurs ont oublié ce qui faisait leur spécificité, leur originalité, ce qui rendait leurs produits désirables? Bien souvent, ils finissent par peupler tristement le cimetière des dirigeants trop sûrs d'eux. Les Chinois disent
Les poissons pourris toujours pas la tête. Le poisson pourrit toujours pas la tête. Rien n'est plus vrai. Et ça vaut tout autant pour les entreprises. Lorsqu'un entrepreneur perd sa passion, ses collaborateurs, son entourage et ses clients le sentent. Et les ennuis commencent. Et la fin, la clé sous la porte et la faillite ne sont jamais loin. La passion, tu ne perdras pas. A un commandement à ne jamais oublier. Garder la flamme. Voilà peut-être le bien le plus précieux d'un entrepreneur qui veut durer. Fin du commandement. C'est quelque chose d'intéressant, Nous sommes au 4e commandement, nous venons de finir le 4e commandement et ça tourne autour de la passion. Que puis-je dire de plus par rapport à la passion? Il y a une chose qui est très intéressante. Beaucoup se lancent dans l'entreprise en calculant déjà les chiffres, en calculant déjà ce qu'ils veulent gagner. Ce qui se passe en France, qu'il dit, en Afrique de l'Ouest ici, c'est pareil. Tout le monde se dit à toi à travers « Ouais, je suis en train de lancer ma start-up. Ouais, j'ai une start-up qui est en cours actuellement, mais pour faire n'importe quoi. Pour faire n'importe quoi, il n'y a aucune innovation. Il n'y a aucune innovation. Il n'y a aucun problème qui est résolu. En fait, on cherche juste le poteau rose qu'on va gratter pour pouvoir avoir un peu de sous, en fait. Il y a beaucoup qui ne se rendent pas compte qu'en fait, fondamentalement et initialement, on crée une entreprise ou on crée une start-up parce qu'on veut résoudre un problème. On a détecté un problème qui est douloureux, gens reconnus chez les gens, et les gens qui sont prêts effectivement à acheter la solution. Donc, nous, on vient présenter la solution sous la tutelle de notre entreprise. Les gens n'ont pas compris ça. Et c'est comme ça, en fait. C'est parce que je pense que la passion, c'est plaisir et mission. Si je devais décomposer la passion de façon systématique comme ça, je dirais que c'est un mélange. C'est le plaisir généré par une mission qu'on s'est donnée. C'est ça qui est votre passion, en fait. Parce que une fois que vous êtes défini une mission et que vous adorez faire ce que vous êtes en train de faire, c'est une passion, ça devient un moteur. Et c'est cette énergie générée là qui vous permet d'avancer. Il a dit un truc qui est très intéressant et que peut-être il faut qu'on redéfinisse. Il a dit à un moment donné que AvantQuest fonctionnait très bien et qu'il vendait le logiciel tranquillement et tout, voilà. Mais qu'à un moment donné, il s'est posé la question de savoir, ça va trop bien, qu'est-ce qui ne va pas. Je me souviens effectivement, si je parle de ce principe, je sais que j'ai déjà discuté avec un ancien client, c'est un vieillard, et il me disait toujours, écoute, si tu vois que tout va bien, inquiète-toi, parce que les problèmes ne sont pas loin. Mais si tu vois que tu es en train de réfléchir à faire des casse-têtes tous les jours, réjouis-toi. Tu es en train d'avancer. Les problèmes sont déjà derrière. C'est ce qu'il m'a dit. C'est vrai que sur le coup, je n'ai pas tilté. Même en relisant le 4e commandement là, je me rends compte que peut-être ce qu'il a dit, il avait touché quelque chose. Je reprends toujours mes expériences d'association d'entreprise. Le dernier associé en date, c'est parce il y avait une idée derrière. Il y a une mission qu'on s'est fixée. C'était de mettre en place une marketplace. Une marketplace, c'est un espace en ligne comme un marché physique où on peut louer des boutiques à des gens pour qu'ils puissent vendre leurs produits en ligne. Donc, ils n'auront plus besoin d'aller passer par un développeur, une agence de dev pour créer leur site. Ils intègrent juste la plateforme, ils s'inscrivent. Et suivant un système d'abonnement, ils avaient une boutique en ligne pour pouvoir étendre leur marché. C'était en 2020, 2021 et c'était très avant-gardiste, c'était encore nouveau. Donc, on était vraiment en avance sur le temps et moi, j'étais animé par cette passion. J'étais pour dire que je travaillais sans relâche dessus. J'avais une équipe, mais parfois je libérais l'équipe pour pouvoir travailler tout seul sur le projet parce que j'avais l'impression que je comprenais mieux tout seul où est-ce qu'on voulait aller. Donc, je bouffais du code, je travaillais spécialement sur WordPress ou WooCommerce parce que c'était plus facile pour moi. Je ne suis pas un développeur de formation de base. Mais avec mon associé, c'était des histoires, il fallait faire des documents, c'était toujours des business plans à recorriger, pour augmenter les chiffres, utiliser ce business plan pour aller rencontrer telle personnalité, telle autorité, vendre la boutique. Et ils vendaient la solution qui n'existait pas. Ils parlaient de la solution qui n'existait pas. Or, la bouche philippante de l'énergie. Surtout quand il s'agit d'un projet qui est encore dans l'œuf. Et quand on en parle, la bouche philippante d'énergie, l'énergie qui aurait pu servir à faire éclore l'œuf. Ça a été un sujet de tension entre nous.
de façon prolongée, de façon continue. Pour vous dire même, il y avait des... Parfois, il allait présenter le projet parce il fallait juste monter une vidéo, une présentation PowerPoint, ça lui suffisait. Avec ça, il se baladait. Quand il y avait des événements, il allait présenter. Des fois, je me suis dit, mais où est-ce qu'on va en fait? Tu es venu pour lancer une solution, aider les gens, parce que c'est en aidant les gens que tu gagnes de l'argent. Ce n'est pas en vendant quelque chose que tu gagnes de l'argent, en fait, c'est en solutionnant un problème que tu gagnes de l'argent. Donc, parfois, je me disais, mais laisse, on va finir d'abord. Il était prêt à dépenser des centaines de milliers pour aller rencontrer telle autorité, parler du projet, pour se faire bien voir. D'accord? J'ai compris aussi que c'était un gars du front, il aimait bien s'afficher. Moi, je suis pas dans ce cas. Moi, je suis un gars du back-end. J'aime rester derrière la caméra, tranquille, pour faire mes codes. Mais je me disais que c'est cette alchimie, comme Bruno Van Rij et son pote Roger, cette alchimie allait permettre que nous puissions avancer. Moi, je m'occupais de l'ombre, lui s'occupait de la lumière. Mais c'est pas ce qui se passe en fait. Donc, résultat, en ayant répété ça, il a commencé... En fait, je ne sais pas si vous avez lu le livre L'art subtil de s'en foutre. Il y a un passage dedans où on parle d'un personnage qui s'appelle Jimmy. Il a commencé à faire comme Jimmy. Et comme dans le livre L'art subtil de s'en foutre, la même perception qu'on avait de Jimmy, c'était la même perception qu'on avait de lui. Résultat, tu te retrouves embarqué dans un projet qui finalement, à l'avance, tu savais déjà que ça allait être coulé au sol. Donc, ça ne s'est pas bien passé, on a mal fini, il y a eu des accords qui n'ont pas été pris en compte, des salaires impayés, de loyer du bureau pas payé, je me suis retrouvé à gérer tout ça tout seul. Mais j'ai quand même eu le courage de lui dire qu'on arrêtait la collaboration. Il le fallait. Mais je pense que c'était une très bonne expérience pour moi. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que tout ça m'a permis de renforcer ma réflexion. Et je pars du principe que depuis quand même 2020-2021, bientôt 5 ans, j'ai pas perdu de vue ces projets-là. Je connais le potentiel de ces projets et je continue de travailler dessus. Et pourquoi je continue de travailler dessus? C'est parce que je me suis rendu compte du service que ça allait rendre et combien ça allait faciliter le quotidien des utilisateurs. Et à partir de ce moment, c'est devenu une mission que j'adore faire, donc du coup, une passion. Et une chose est sûre, ça c'est vrai, si vous avez de la passion, c'est un moteur. Les autres trucs à côté sont des éléments aussi essentiels, mais la passion, c'est un peu comme l'huile à moteur qui fait chauffer toute la batterie. Quand vous ne l'avez pas, la batterie tangue. La batterie tangue. Ça sert à rien d'avancer comme un mort-vivant, comme un zombie dans son entreprise. Donc, il y a une chose qu'il a dit que je trouve intéressante. Si vous êtes dans votre entreprise et que tout marche bien, et que tout va bien, tout se passe bien, que vous ne vous sentez pas menacé par quelque chose, dites-vous que c'est le calme avant la tempête. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, ça veut dire que vous avez commencé à vous ennuyer. Et comme il a dit, le confort a fait qu'il a commencé à s'endormir. Moi, j'ai toujours eu peur de ça. Je me suis dit, avoir le fauteuil du ministre, un bureau ovale, puis très bons ordinateurs, l'agent qui rentre régulièrement, est-ce qu'à un moment donné, ça ne va pas faire en sorte que je ne vois pas le mal? Parce que la technologie va vite. Déjà, dans le temps de Bruno Van Rij, ça allait déjà vite. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. C'est exponentiel. Nous sommes à l'ère de l'information et l'intelligence artificielle prédomine le marché. Comment un homme fait, comment un chef d'entreprise fait pour ne pas perdre la passion? C'est l'inadaptabilité. Voir toujours ce qui se passe, consulter les informations, faire des projections et regarder et se préparer. D'ailleurs, s'ils ont développé un esprit de frugalité, c'est pour pouvoir parer à ces situations-là. Et comme il l'a souligné, c'est parce qu'ils étaient frugales qu'ils arrivaient à avoir des ressources nécessaires pour revirer à chaque fois. Donc, je pense que si vous suivez un peu les commandements depuis que j'ai commencé à les lire, vous allez voir que plusieurs fois, ils ont été secoués par des vents, mais ils ont toujours su se redresser parce qu'il y avait déjà une complicité entre lui et Roger. Ensuite, ils ont adopté un esprit de frugalité. Et à partir de là, ils ont développé comme un système de rétroaction naturelle qui se met en place. Mais comme le gros choc, quand vous commencez à être trop à l'aise dans votre entreprise, vous ne voyez pas ce qui se passe sur le marché. Et comme un bon matin, un beau jour, vous êtes juste frappé par ce qui se passe. Ils ont eu le temps de réagir parce qu'ils ont compris tout de suite comment profiter de la situation et réorienter le marché. Mais si vous en dormez trop longtemps, même quand la situation sera là, vous ne saurez pas ce que vous allez faire. Vous risquez juste de mettre la clé à la porte. Ou soit vous allez encore prendre une direction pire que ce qui devait être fait. Je pars toujours de ce principe. Quand il y a une hémorragie, il faut déterminer la source de l'hémorragie, trouver la bonne veine
stopper l'hémorragie, cautériser la plaie avant de chercher une méthode de récupération totale du patient. C'est la même chose quand vous développez une entreprise, mais vous ne pouvez pas faire ça sans la passion. Donc, sur ce quatrième commandement, je suis tout à fait d'accord avec Renaud Van Hype. Sans la passion, vous allez perdre de fil ce pourquoi vous vous levez le matin. Et la passion se cultive, elle est comme un muscle. La passion se cultive, elle est comme un muscle. La meilleure façon de le faire, parfois, c'est ce que moi je fais. J'écris. Quand je suis sur un projet, j'écris le projet. J'écris le pourquoi du projet. Parfois, je l'écris, je le relis. Après, je déchire le papier et puis je le réécris. Je le relis. Le pourquoi du projet, l'objectif à atteindre, les problèmes que ça va résoudre. Je pense aussi que peut-être c'est plus facile de vendre un produit qui a solutionné votre vie, votre propre vie, que de vendre un produit sur lequel vous ne savez pas quelle expérience en tirer. Les solutions sur lesquelles moi je réfléchis sont des solutions qui partent aussi d'une frustration personnelle, qui me font me dire, si je suis dans ce problème, d'autres personnes aussi sont dans ce problème. Si j'arrive à trouver la solution que je veux bien, d'autres personnes trouveront aussi solution et iront bien. Donc à partir de là, ça devient aussi un autre élément de moteur. Un élément de moteur pour votre passion. Il faut que ce que vous cherchez à résoudre ait une connexion avec votre propre personne, avec votre propre histoire. Moi, j'ai une histoire derrière mes projets, ça c'est sûr. Il faut que ça ait une connexion avec votre propre histoire, de sorte à ce que quand vous voulez trouver le pourquoi, ça vienne de votre tripes. Et ce pourquoi, quand ça vient de votre tripes et que vous les couchez sur papier, vous dites oui quand même, si je fais pas ça. Moi, quand je regarde des projets que j'aurais dit, je me dis de toute façon, si je ne le fais pas, qui va le faire à ma place? Et j'ai toujours l'habitude de dire, le jour où ces projets décollent et que je vois que beaucoup de gens en profitent, je peux mourir en paix. Je peux me dire tranquille, c'est bon, j'ai accompli ma mission sur Terre. Donc, oui, la passion doit être votre frère d'âme. Donc, comme il a dit, et il a si bien dit, la passion, tu ne perdras pas. Merci de m'avoir écouté. Fin du développement de cet épisode. Et comme on a dit, n'hésitez pas à me faire part de vos retours sur ce commandement, à poser vos questions sur les réseaux sociaux ou à partager vos propres expériences. D'accord? Et ensemble, nous allons construire quelque chose de beau. Sur ce, portez-vous bien. À la prochaine pour un autre commandement.